Je vais vous demander d'imaginer que vous êtes face à votre jury. C'est bon, vous l'avez? Votre président du jury va vous demander, va vous dire, vous pouvez commencer. 3 secondes passent. Cherchez vos mots. 5 secondes passent. Vous bafouillez. 7 secondes passent et vous sentez un petit frisson là, dans la nuque, qui commence à se pointer. Alex Todorov, c'est un psychologue et un chercheur de l'université de Princeton. Et en fait, il a démontré qu'une première impression, elle se forme pendant 7 secondes. Donc les 7 premières secondes. 7 secondes. Il y a des études qui prouvent que ça va même au dixième de seconde. Donc ça veut dire qu'avant d'ouvrir la bouche, on a déjà un avis sur vous. Moi, c'est Lionel Halleux. Et aujourd'hui, on va voir comment faire pour que votre façon de présenter votre travail ne laisse aucun doute au jury sur votre valeur et la qualité de votre production. Ça, c'est une introduction de pitch. C'est ça que je veux voir. C'est ça que vous devez faire. Parce qu'en fait, la forme que vous allez mettre autour, ça va crédibiliser votre contenu. Le contenu, c'est important. Vous devez le maîtriser. Mais si vous l'emballez mal, on n'aura pas envie de vous écouter. Ou on va zapper une partie. Or, 50% de votre boulot en tant que communicant, c'est d'arriver à bien faire passer le message. Et souvent à l'oral en plus. Donc, au-delà de la maîtrise du sujet, il va falloir emballer tout ça proprement. Avant qu'on attaque un petit peu toutes les parties conceptuelles, etc., avoir un petit peu des conseils, des erreurs à éviter, est-ce que vous avez des éléments par rapport à la défense qui vous préoccupent déjà là maintenant et voudriez qu'on les adresse un peu directement? Ça peut être des questions, des interrogations, peu importe. Hein. Est-ce qu'il y a... Combien de personnes? Donc en fait, ton jury, il est composé de 4 personnes. Donc en fait, votre jury, je passerai à la slide après, mais bon, on va en parler maintenant. Votre jury, en fait, vous avez les 2 lecteurs qui, eux, ont lu votre travail. Ça tombe bien, c'est les lecteurs. Les 2 autres, c'est pas le cas. Le président et l'assesseur, ils n'ont pas lu votre travail. Ils n'ont lu aucun travail. Donc ça veut dire que eux, le seul élément sur lequel ils vont se baser pour évaluer si votre projet il est bon, il est bien amené, il y a de la crédibilité derrière, c'est juste ce que vous allez faire à l'oral. Ils n'ont pas lu. Donc si vous amenez votre présentation en partant du principe que les gens qui sont devant vous, ils sont déjà au courant de ce dont vous allez parler, déjà là, vous allez dans le mur. Ça n'ira pas. Et donc l'autre personne qui est en plus, c'est ton superviseur qui est là aussi. Et donc en fait, la défense, elle se passe sur 1 heure. Donc vous rentrez, vous faites votre petite prépa, installation ordinateur, machin, etc. Vous sortez, ils vont délibérer sur l'écrit. Identifier, ah bah tiens, ça c'était bien, machin, voilà la cote que moi j'ai mis, voilà la cote sur laquelle on va s'aligner pour l'entièreté de l'écrit. Une fois que ça c'est fait et qu'ils sont raccords là-dessus, on t'invite à revenir et là, le show commence. 10 minutes. Moi, je vous dis 10 minutes. Puis vous débordez un petit peu, c'est possible. C'est pour ça que je vous dis 10 minutes. Ça vous laisse une soupape, en fait. Si vous faites d'office 12, vous prenez le risque, en fait, de déborder. Et là, par contre, on vous fera une remarque. Si vous restez sur 10 minutes, il n'y aura pas de remarque. Il y aura juste, putain, il a réussi à synthétiser tout le truc en 10 minutes. C'est magnifique. C'est un atout. Donc, mettez-vous dans la tête 10 minutes. Et c'est possible. Hein. S'il y a des gens qui arrivent à réduire leur thèse en 180 secondes, vous êtes capable de parler de votre TFE en 10 minutes. Hein. Ça me paraît quand même jouable. Donc là, tu as 10 minutes où tu vas faire ton truc. Personne ne t'interrompt. C'est toi qui parles. Ils sont en mode audience. Une fois que ça, c'est terminé, question-réponse. Ça prend le temps que ça prend. Mais bon, voilà. Il n'y a pas besoin non plus que ça dure longtemps non plus, mais ça va prendre le temps que ça prend. Une fois que ça, c'est fait, on t'invite à sortir. Ils délibèrent sur l'oral. Une fois que c'est fait, ils se mettent d'accord sur la cote globale en fait qu'ils vont mettre, l'évaluation, quelques commentaires, etc. On te fait rentrer et on te donne un avis et on te donne ta cote. Et ça prend 1 heure. Voilà. Mais au bout d'1 heure, vous savez ce que vous avez fait, ce que ça vaut, et on vous donne un feedback. Si c'était pas bien, on vous explique comment est-ce que vous auriez peut-être pu faire, des petits conseils, des trucs comme ça. Si le truc est réussi, généralement, feedback plus général, avec peut-être une remarque ou deux pour dire « Ah tiens, si vous aviez ça là, ça aurait pu être intéressant, ceci, mais globalement, c'était... »
Ce sera toujours circonstancié. On expliquera toujours pourquoi on vous a mis telle note ou telle note. Voilà. D'autres points? Allez-y. Hein. Non pas que vous ne pourrez pas poser des questions après. Hein. Ceux qui ont lu, on va leur apporter sur l'oral. Bonne question. C'est mon conseil numéro 1 que je donne en supervision. Un as dans votre manche. Okay. Toujours un truc en plus à amener à la défense. Parce que les lecteurs, eux, ça va les satisfaire. Vous montrez que vous avez été plus loin dans le schéma. Donc eux, ça leur donne un truc à grignoter. Et pour ceux qui n'ont pas lu, j'ai envie de dire, eux, ça change rien. Puisque de toute façon, ils sont en totale découverte. Mais à un moment donné, c'est pour ça que je dis que vous avez 2 publics et il faut pouvoir nourrir les 2. Et là, l'as dans ta manche, c'est top. Tu as mis quelque chose en place, mais tu n'as pas eu l'occasion, au niveau laps de temps, de traiter la donnée, en fait, pour évaluer les résultats de ton truc. Ça tombe bien, il y a l'oral qui est là pour ça. Hop là. Et là, vous venez de glisser quelque chose. C'est une façon de le faire. Ou alors, vous avez vraiment mis en place la production que vous avez faite, etc. Je ne sais pas si c'était un événement, admettons. Tu le fais vraiment. Et là, tu peux vraiment alors venir avec des infos. Voilà ce que ça a donné. Voilà ce qu'il en était. À refaire, voilà ce que je ferais différemment. Pourquoi? Plus-value. Et si c'est un prototype? Si c'est un prototype qui n'a pas... toi, donc, en fait, tu as réalisé quoi? Un proto pour... Clip, mais d'un artiste qui veut pas que ça sorte parce que lui... Ok. Mais tu as produit quelque chose que tu peux montrer, qui est existant. Donc voilà. Ça, tu peux porter une... Et ça, ils l'ont vu. Donc ça, tu l'as proposé dans ton truc. À voir ce que tu pourrais amener en plus par rapport à ça. Ça peut être peut-être la perspective d'un vidéaste qui te donne son avis sur la production que tu as réalisée. Tu vois? Et ça, tu l'as intégré dedans aussi? Je sais pas, à creuser. Vois avec ton superviseur, qui connaît mieux le sujet que moi, forcément, puisqu'il a lu ton truc, mais essaye de trouver quelque chose. S'il y a moyen de trouver quelque chose qui vient un petit peu nourrir ta réflexion ou amener quelque chose en plus, qui montre que tu as été au-delà du truc écrit que tu leur as remis, ils ont encore un petit truc en plus. Ça marche toujours bien. Est-ce que c'est surtout un genre de résumé des formes de projet ou est-ce qu'on peut aussi parler, par exemple, des choses que ça nous aurait appris de faire cet effet, ce qu'on a appris pendant sa réalisation? Ça en fait partie. En fait, vous allez devoir trouver un angle, parce qu'en 10 minutes, tu peux pas tout traiter. Et même si tu voulais résumer, tu vas devoir faire des choix. Tu vas pas pouvoir aborder tout. Et c'est votre force, en fait, de pas pouvoir aborder tout. Si vous prenez un angle, ça veut dire qu'il y a des éléments dont vous n'allez pas parler. Ça tombe bien parce qu'il y a des questions-réponses. Donc forcément, si vous n'abordez pas certains points, vous orientez les questions que vous avez envie d'avoir, d'une certaine façon. Parce que vous avez déjà répondu aux éléments en le faisant oralement, mais il y a des zones d'ombre peut-être qui sont là, donc les lecteurs vont peut-être être tentés d'aller plutôt dans cette direction-là pour te poser des questions plus précises. Si tu le sais à l'avance, tu peux préparer. Et donc, tu n'es pas pris au dépourvu. Tu sais de quoi tu peux parler. Donc, dans ce que tu dis, en effet, prendre un angle, le côté réflexif super intéressant, c'est la 4e étape que moi je vous conseille de travailler, c'est le bilan réflexif. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça a apporté au projet? C'est quoi les perspectives? Ok, qu'est-ce qu'il y a au-delà juste de la prod? Dites-vous une chose, hein, la défense, elle sert à une chose de façon très très plate. Hein. Je caricature le truc, mais c'est un peu ça. Regardez toutes les belles compétences que j'ai, donnez-moi mon diplôme. Grosso modo, c'est un peu ça. Hein. J'ai fait un super projet, ça m'a appris plein de choses, j'ai pu se mettre ça en place. Regardez comme je suis bon maintenant, je suis un professionnel, faites-moi confiance. Je caricature, mais c'est un peu l'idée. Hein. C'est un peu vers ça qu'il faut aller. Donc, tout contenu que tu vas mettre qui peut permettre de prouver que, moi je suis un profil sérieux, là, vous pouvez me faire confiance, je suis un communicant. Be my guest, mets-le dedans. Tant que ça rentre dans 10 minutes, hein. On s'entend. Mais utilise-le. Donc si tu trouves que c'est pertinent et que ça sert ton propos, go, hein. On le fait. D'autres questions? Ça pourra venir par la suite, hein. Vous pouvez m'arrêter de toute façon. Donc ici, le jury, je ne vais pas m'étaler, je viens de vous l'expliquer. Les 2 personnes, le superviseur qui lui intervient juste à un moment donné pour donner son avis au début sur l'accompagnement qui s'est passé, etc. Bref, via le contrat que vous avez passé peut-être au début sur la façon dont vous allez collaborer. Et puis ensuite, c'est terminé. Lui, il n'interviendra plus. Le reste, ça se passera uniquement au niveau des membres du jury. Le jury va évaluer, va se focaliser principalement sur 3 choses. Donc, c'est votre maîtrise du sujet. Jusque-là, vous allez me dire, c'est logique. Votre maîtrise du sujet, votre capacité à justifier aussi vos choix, vos prises de position, ce que vous avez fait.
Votre réactivité dans les questions-réponses aussi. Ça aussi, c'est une capacité qu'on va essayer. Comment est-ce que vous prenez en compte une remarque, une question? Comment est-ce que vous rebondissez dessus? Est-ce que vous le comprenez rapidement? Vous reformulez? Je vous renvoie au cours de TCI. Communication non violente, on va reformuler pour vérifier qu'on a bien compris, pour rebondir ensuite derrière. Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir évaluer à ce moment-là. Et ça, la compréhension des questions, c'est essentiel. Nombre de fois, on peut voir des étudiants qui, en fait, sont déjà en train de mouliner leur réponse. Le gars, il n'a même pas encore fini sa question. Laisse-le finir, frérot. Attends qu'il ait sorti toute la fois. Parce que peut-être que la phrase que tu es en train de réfléchir là, en fait, elle répond même pas à sa question. Et c'est ça qui arrive. Donc, il y a un manque d'écoute. On répond et on répond à côté de la plaque. Et puis, on part sur un truc pendant 2-3 minutes. Et puis, à la fin, on se retrouve avec un étudiant à qui on fait OK, c'est juste ce que tu dis, mais ça répond pas à ma question. Liquéfié, hein. Forcément. C'était pas la réponse qu'on voulait entendre. Ça répondait pas à la question. Donc, n'hésitez pas à reformuler. Ça a 2 avantages. Non seulement vous montrez que vous écoutez, ça vous permet de vérifier en plus si vous avez bien compris, parce que si vous avez mal compris, la personne va corriger, et si c'est pas le cas, en fait, elle va valider. Mais pendant tout ce temps, vous venez de gagner du temps pour réfléchir. Et en plus, si vous intégrez une petite pause qui fait bien pour montrer que vous êtes en train de réfléchir et que vous cogitez votre réponse, c'est l'autoroute pour faire un truc qui est correct et qui va être apprécié. Monsieur, est-ce qu'on peut, la séance de questions-réponses, si on n'a pas compris une question, demander une reformulation? Il faut, j'ai même envie de dire. Ok. Demande, même quand tu as compris la question, vérifie, reformule-la rapidement. Donc en fait, quand vous me demandez ça, c'est ça que vous voulez dire en fait. Et au moins comme ça, tu es sûr. Il y a pas de, il vaut mieux être certain que vous avez compris la question que de partir comme ça sur la réponse. Ouais, je suis pas très sûr de ce qu'il veut dire, je vais tenter ce truc-là, on verra bien si ça passe. Reformulez. Au moins, vous prenez pas de risque. Et vous êtes sûr que vous êtes dans le bon. Donc, aucun problème à reformuler. Au contraire. J'ai envie de dire au contraire. Et alors, le dernier, ce sera communiquer juste. Ok, on s'est focalisé sur le contenu, votre capacité à justifier, mais aussi votre capacité à amener le message. Et donc, il y a toute une partie qui est évaluée sur votre capacité à l'oral. Donc là aussi, faites attention à ça. Mais bon, vous l'aurez compris, le contenu a quand même la part belle, hein. Donc, si vous maîtrisez bien votre truc, logiquement, ça passe. On fait tout à la fois d'une défense, parce qu'on appelle ça une défense. Voyez ça plutôt comme une conversation entre professionnels, hein. Les gens ne sont pas là pour vous tacler. Ça n'a aucun intérêt. Pédagogiquement, ce serait même éclaté comme positionnement, ça n'a pas de sens. Les gens sont là pour échanger sur votre projet. Un petit peu vous poser des questions, voir si vous maîtrisez bien en fait la thématique. Si vous êtes capable de vous projeter sur « Ah tiens, et c'est dans cette situation-là, tu aurais fait comment alors ?» Et là, vous devez mobiliser les compétences, etc., ce que vous avez acquis. Et vous montrer que vous les maîtrisez, pas juste à l'écrit, mais je suis capable de le faire là comme ça en direct. Donc voyez-le comme ça. Déjà là, en termes de niveau de stress, ça va déjà être différent. On s'en fout. Première erreur, lire les slides. Alors celle-là, c'est fabuleux. Il n'y a rien de pire pour pas avoir d'audience. Une audience, ça se passe au niveau du regard. Si vous ne regardez pas les gens, il n'y a pas de contact. Si je passais mon temps à faire mes cours comme ça, je suis pas sûr que ça passerait aussi bien. À un moment donné, on essaye d'avoir une relation, j'essaye de vous regarder un petit peu chacun pour vous impliquer dans la discussion. Si je passe mon temps à regarder mes slides, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas de créer de contact visuel en fait avec vous si je regarde mes slides tout le temps. Alors de temps en temps, je vais avoir un coup d'œil dessus. Ou alors vous allez peut-être vouloir montrer un truc d'analyse. Alors là, vous voyez ici sur le tableau, on voit ceci. Ok, là c'est logique d'aller regarder la slide parce que vous êtes en train de vous servir comme support. Mais si c'est juste la chose qui est là pour accompagner mon discours, elle n'existe pas dans votre vue périphérique, hein. Elle est derrière vous, hein. La seule chose de laquelle vous devez vous consacrer, c'est les 4 personnes qui sont là devant vous. C'est tout. C'est les seules qui doivent avoir votre attention. Les slides, on s'en fout. Elles vivent leur vie toutes seules. Et on verra un petit peu plus loin aussi au niveau de la conception des slides, mais elles sont autonomes. Vous n'avez pas besoin de vous en tracasser. Donc, première chose, lire les slides. Petite parenthèse sur la lecture, ça veut dire qu'aussi, globalement, pas besoin d'avoir son téléphone en main pour regarder ses notes, il n'y a pas besoin d'avoir un bout de papier pour regarder ses notes, vous savez de quoi vous parlez. Je n'ai pas besoin de regarder mes slides pour savoir de quoi je vous parle. Je sais quels sont les mots-clés, les éléments sur lesquels j'ai envie de repiquer, et la façon dont je vous parle maintenant n'était pas le groupe d'avant, n'était pas le groupe d'avant, on s'en fout. Tant que vous avez une idée claire de votre cheminement et du développement, donc ce qu'il y a au centre de votre présentation, une fois que l'accroche est terminée, vous ne mettez pas la pression sur des phrases toutes faites que vous avez fait, sujet, verbe, complément, on s'en fout. Mots-clés. Et puis après, vous allez broder autour. Ce sera beaucoup plus fluide, ce sera plus authentique, ce sera plus humain. Et ça va mieux passer. Donc encore une fois, la lecture, c'est votre
C'est votre pire ennemi, globalement. Alors, pour ceux qui ont vraiment du mal, vous la faites présentateur télé, alors. Présentateur télé, c'est quoi? C'est j'ai une fiche, mais c'est des mots-clés. Il n'y a pas de phrase. C'est un mot, et puis un autre mot, puis un autre mot. Et OK, j'ai plus ou moins mes grandes étapes, et ça doit juste vous aider à vous rappeler si jamais vous perdez éventuellement le fil. Voilà. C'est juste ça. Mais globalement, vous devriez pouvoir vous passer d'un support de lecture. Parce que même si vous connaissez votre contenu, la première chose que vous allez faire quand vous allez être sous stress, parce que spoiler, vous allez être stressé, c'est inévitable, même ceux qui sont à l'aise à l'oral, vous êtes jugé. Qu'à un moment donné, il y a une pression qui s'installe, inévitablement. Ça va vous stresser. Vous allez peut-être avoir du mal à démarrer, vous allez bafouiller un moment. C'est pas grave. Mais votre cerveau, c'est un gros fainéant. S'il voit une feuille de papier où il y a les choses qui sont notées dessus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la prendre et il va commencer à lire. C'est logique, c'est humain. Le cerveau est comme ça. Or, si vous lui donnez pas l'occasion de prendre quelque chose, tant pis, il se démerde. Il brode. Brodez. Ayez les mots-clés en tête, mais le reste, faites des phrases vous-même naturelles. Et ça vous ressemblera en plus. Donc, vous allez pouvoir porter votre message beaucoup mieux. Donc, lecture de slides. Vous allez voir dans le PowerPoint que je vais vous envoyer, à chaque fois, j'ai des slides que je ne vais pas lire avec vous. Parce qu'en fait, c'est des slides, j'appelle ça des mini-syllabus. Donc, en fait, je vous ai mis des slides supplémentaires avec plus de données. C'est pour ça que mes slides sont parfois fort textuels ici, mais vous avez plus d'informations. Comme ça, vous pourrez vous replonger dedans. Ça donne un peu plus de détails, des exemples, ce genre de trucs pour étayer un petit peu votre réflexion une fois que vous repartirez et que vous avez peut-être oublié une partie de ce que j'ai dit. Au moins là, ça vous donnera un peu de contexte. La deuxième erreur que vous allez potentiellement faire, c'est céder en fait à toutes les remarques. En fait, celle-là, elle est un peu insidieuse, mais parce que vous êtes étudiant, vous allez forcément partir du principe que la personne qui est en face de vous, c'est un professionnel, donc tout ce qu'il va dire a valeur d'évangile. Pas forcément. Vous avez fait un travail derrière. Vous avez trouvé de la donnée, vous avez travaillé sur le terrain, vous avez fait quelque chose. Donc votre avis est tout à fait valable. La démarche que vous avez faite, il y a quelque chose derrière qui l'apporte, il y a une méthodologie, il y a une démarche. Donc vous pouvez ayez confiance dans ce que vous avez fait. Alors on peut vous faire une remarque, je vous dis pas de refuser aveuglément toutes les remarques qu'on va vous faire. Ça n'a aucun sens. Ça reste des professionnels, donc ils ont quand même une expérience supplémentaire, donc prenez-le en compte. Mais on peut prendre en compte une dimension, un point de vue que la personne amène. Ok, je comprends votre point de vue par rapport à ça, c'est vrai que c'est pertinent. Dans mon cas, la perspective qu'on avait abordée, c'était ça, parce que ceci, parce que cela. Vous défendez votre point de vue sans dénigrer le point de vue qu'on vient de vous amener. Vous le prenez en compte, vous étayez votre propos et vous développez derrière. Ça, c'est une façon intelligente de le faire. Mais donc, on n'est pas en train de refuser en fait en bloc l'entièreté de ce qui va être mis, comme on n'est pas en train d'accepter en bloc l'entièreté des remarques qui vous être faites. Ah non, tu aurais dû faire ça. Oh oui, c'est vrai, vous avez raison, j'aurais absolument dû faire ça. Mais non, peut-être pas. Donc, défendez votre truc aussi. Là, pour le compte, ça porte bien son nom, avec défense. Alors, soyez pas vindicatif non plus. Là, à un moment donné, c'est un échange cordial. Il n'y a pas besoin de monter sur la tête des gens. C'est pas parce qu'on vous fait une remarque que c'est tout de suite personnel. Donc, faites la part des choses par rapport à ça, mais n'hésitez pas à défendre votre propos et à assumer que ce que vous avez fait, si, il y a un travail qui a été réalisé derrière et vous devez pouvoir le défendre. Donc, trouvez le juste milieu par rapport à ça pour montrer, comme dans une réunion, vous pouvez avoir un avis, votre collègue en a un autre sur la façon de piloter une stratégie. OK, chacun a des arguments. C'est pas parce qu'il va vous dire non, ça c'est mauvais, que derrière vous allez faire OK, ça va, on fait pas ça. Non, vous allez développer votre propos. Faites la même chose ici. C'est un peu la même logique. La dernière qu'on a, c'est paniquer sur les questions. / difficile, les questions, ça dépend. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, une question difficile, c'est votre meilleur pote. Pourquoi est-ce qu'une question difficile, c'est hyper intéressant? Parce que si on y répond bien, on est très bien vu. Oui, en effet. Et qu'est-ce que ça permet de faire finalement une question difficile, comparativement à une question simple qui peut se répondre très vite? Et ça montre qu'on a encore plus de connaissances. Tu peux étayer ton propos, montrer plus. Donc une question difficile, c'est pas un problème en fait, c'est une opportunité. Ça, en fait, c'est le truc que je te mets là en dessous. En effet, si tu ne sais pas répondre, tu peux tout à fait le dire. En effet, c'est une dimension que j'avais pas envisagée. C'est intéressant. Si je devais le faire maintenant, voilà ce que je ferais. Et là, tu es capable de mobiliser en direct tes connaissances, tes compétences pour répondre à la question. Mais jouez pas de blanche. S'il y a un truc que vous savez pas, ou que vous n'avez pas anticipé, ou que vous n'avez pas prévu, ou c'est un an que vous n'avez pas ciblé,
Dites-le, soyez honnête. Essayez pas de broder une réponse. On va vous sortir à 10 km. L'enfumage, ça marchera jamais. Vous avez des pros devant vous. Ils vont le sortir tout de suite, en fait, si vous n'êtes pas à l'aise sur vos appuis. Alors que si tu dis clairement, non, non, c'est vrai, ça, c'est vrai que c'est une dimension que j'avais pas envisagée. Si je devais vraiment le faire, je pense que je ferais comme ça, je ferais ça, machin. Et prenez le temps de réfléchir aussi. Là, la pause, encore une fois, c'est vraiment votre pote, hein. Donc, si vous me laissez un instant, vous prenez cet instant. Allez regarder des vidéos Steve Jobs, des fois, il prenait 10-15 secondes avant de répondre à une question. C'était malaisant, mais ça marchait en attendant. Donc je vous dis de pas prendre 10 à 15 secondes, mais prenez du temps. Prenez du temps parce que ça montre que vous avez écouté, vous avez pris en compte la remarque. Vous êtes en train de l'analyser. Il y a un process qui s'installe. Si vous répondez tout de suite, ça donne juste la pression. En fait, il veut juste balayer ma question et passer à autre chose, terminer, bonsoir. C'est pas ça qu'on a envie de donner. C'est purement personnel, mais moi je sais que pendant les oraux, par exemple, si je prends le temps de réfléchir et que j'ai pas la réponse tout de suite, je sens qu'avec la pression, je réfléchis pas en fait, et je suis juste en train d'attendre dans un blanc ultra gênant. Donc c'est vrai que dans ce moment-là, je me dis, pendant une défense, j'ai du mal à me dire que je vais pouvoir rendre le silence utile et réfléchir vraiment déjà. Il faut trouver un juste milieu dans ton cas où tes pauses devraient être plus courtes alors. Si le fait d'attendre trop longtemps, c'est quelque chose qui te frise plus qu'autre chose, plus que de détendre, tes pauses, c'est 2 secondes alors, tu vois. Juste le temps de montrer que tu processes l'information. Si dans ton cas, en fait, ça te gèle, fais comme si alors tu réfléchissais en faisant ta pause. Mais en fait, tu as déjà ta réponse, c'est juste que dans ta tête, tu dis ouais, alors ferme ta gueule 2 secondes là au-dessus. Voilà, c'est bon, maintenant tu peux y aller. Mais tu sais déjà ce que tu voulais dire. Ok, fais comme si. Mais il faut donner cette impression et puis même de toute façon, comme je dis, il n'y a même pas cette impression, ça va vraiment vous aider. En général, ça va aider, mais pour certains profils, c'est peut-être un truc qui va plus te bloquer qu'autre chose. Donc dans ton cas, c'est pas des règles immuables à ce que je vous dis, hein. Donc teste-le comme ça et vois si c'est déjà plus fluide et si ça fonctionne déjà mieux. À tester. Gros avantage que vous avez pour ceux qui ont déjà votre TFE qui est rendu, vous pouvez bosser avec l'IA. Filez-lui votre truc et demandez-lui de générer des questions. Et puis ensuite, vous arrangez avec vos parents. Ok, tu vas jouer le rôle du jury et tu vas me poser ces questions-là. Entraînez-vous comme ça. Et là, ça va pouvoir te permettre. Alors évidemment, les questions, vous les chopez, vous faites copier-coller, vous les mettez dans un Word, vous les regardez pas avant, sinon ça n'a aucun intérêt, hein. Elles doivent arriver comme ça spontanément. Jouez le jeu. Vous avez l'info, copier-coller, j'imprime, je donne. Ok, maintenant, papa, vas-y, c'est parti. Balance-moi des questions. Et là, entraîne-toi comme ça. Et tu vas pouvoir tester. Après, c'est valable pour les autres, hein, pour vous habituer à répondre, à trouver vos mots, prendre le temps, jouer le jeu, tester comme ça. Ce sera super positif, vraiment. Donc, une question difficile, c'est pas un piège, c'est votre pote. Déstressez aussi avec ça. On perd chaque fois des niveaux, hein. C'est une défense, ça n'en a que le nom. Voyez ça comme un échange entre êtres humains civilisés. Une question difficile, c'est une opportunité. C'est pas un truc pour vous emmerder ou pour vous foutre de la merde. Si vous maîtrisez votre sujet, il n'y a rien qui peut vous mettre dans la merde, hein, finalement. Si votre projet, vous l'avez porté du début à la fin, que vous êtes à l'aise dessus, c'est pour ça qu'un projet pratique, c'est hyper intéressant. Vous l'avez fait. Donc, à un moment donné, vous le maîtrisez. Ouais. Genre, c'est un truc qui est pratique, mais il y a tout un truc qui est plus en théorie sur le début. Mhm. Aussi le développer, je suppose, à l'oral. Ça, c'est à toi de choisir ce que tu vas mettre dans ton développement. Qu'est-ce qui est pertinent ou pas. Et notamment, il y a un espace qui est dédié à ta démarche. Et donc là, ça aurait plus de la place. Moi, je l'ai réparti en 4 étapes, en fait, la constitution de ton truc. Et notamment, il y a une partie qui se consacre à ça. Mais oui, en effet, tu dois pouvoir. Le tout, c'est de sélectionner ce que tu vas dire. Puisque tout doit avoir un fil rouge et être adapté. Donc tout n'est pas bon à dire. À toi de trouver ce qui est vraiment, ce qui sert ton propos. Ça va être toujours la question que vous devez vous poser si vous avez une hésitation. Est-ce que je devrais dire ça? Est-ce que je devrais le dire comme ça? Est-ce que je devrais mettre ça comme visuel? Est-ce que je dois mettre un extrait? Est-ce qu'il faudrait machin? Est-ce que ça sert mon propos? C'est tout. Si ça sert votre propos, ça vaut la peine d'être challengé. Si ça sert pas votre propos et que vous faites un remplissage ou si vous l'enlevez et que ça n'a rien à dénaturer, c'est que c'était inutile. C'est aussi simple que ça. Si c'est une vidéo, l'assesseur l'ont vu. Non. Mais tu peux montrer un extrait. Encore une fois, si ça étaye ton propos, tu montres un extrait et puis après tu rebondis dessus et tu appuies ton élément. Ce qui, dans ton cas, vu que c'est un clip, tu pourrais prendre plusieurs morceaux. En fait, tu montres un truc et puis tu développes quelque chose par rapport à cette partie-là. Et puis ceci, et puis cela, je sais pas. À voir, tu vois. Mais il y aurait moyen comme ça d'étayer ton propos, en effet, avec ce que tu as produit en vidéo.
Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est 2 extraits. Donc, je vais vous montrer un TEDx, puisqu'en fait, c'est un format sur lequel je m'appuie ici, et aussi le MT180. MT180, ça vous parle? TEDx, à mon avis, plus. Mais MT180, c'est ma thèse en 180 secondes. Et donc, comme ça, vous allez voir un petit peu les 2 formats, et on va un peu s'inspirer des choses qui marchent bien dans les 2 formats pour faire quelque chose de cohérent pour vous. Et un jour, ils parleront de toi au passé. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'ils diront? J'ai toujours été omnibulé par cette question, et même si, dans l'absolu, on s'en fout de savoir ce qu'on va penser de nous plus tard, j'ai quand même trouvé la réponse. Je suis Irfan Najafi et je suis devenu entrepreneur, malgré moi. Non pas pour la gloire, les belles montres, les belles voitures, ou même la sensation de liberté que la vie d'un entrepreneur pourrait suggérer. Non. C'était une question de survie. Et pour vous raconter pourquoi, je vais vous faire voyager avec moi, en Iran, à Shiraz. Une des plus belles villes du monde. Une ville. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette prestation-là? Et je vous mets juste le début, puisque c'est la partie qui nous intéresse ici. On ne me l'avait pas encore sorti aujourd'hui, celle-là, mais je prends. Après, c'est vrai que Irfan, c'est un beau candidat. À niveau aura farming, il est clairement là, hein, soyons honnêtes. Mais oui, il y a un peu de ça. Qu'est-ce qu'on peut voir au niveau corporel, de la voix, du contenu? Qu'est-ce que vous identifiez? Il a une bonne gestuelle, les mains. Ok, Souvent, on m'avait conseillé de parler avec les mains, accentuer mes propos et il se tient bien. ok, très bien. Les pauses, plus le regard, ok, très bien. Quand il arrive sur scène, il démarre pas direct, il marque un blanc en guillemets, pour être sûr que tout le monde soit attentif. Et puis, Celui-là, il est important, parce que faites-le. Quand le gars va vous dire tu peux commencer, partez pas tout de suite à l'attaque, hein. On prend 2, 3 secondes, respire une fois, et puis après on lâche. Ça marche de fou. Et en plus, ça récupère l'audience. Moi, j'étais dans le parterre, là. Faut imaginer qu'on est 150. Et on parle tous. Et lui, il arrive, et on doit l'écouter dès le début. Le fait de rien dire, en fait, ça crée il y a quelque chose qui se passe, là. Il y a, je sais pas, il y a un truc dans l'air. Et donc, les gens finissent par se taire, en fait, progressivement. Ça marche. Et donc, vous avez 4 personnes dont vous devez récupérer l'attention qui sont quasi convaincus du fait qu'ils vont vous consacrer de toute façon de l'attention puisqu'ils sont là pour ça. Mais globalement, juste, ok, commence. Et là, vous avez récupéré les gens. Et puis hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre dans sa presta? Ok, très calme, posé. Ok. Au niveau de son texte, qu'est-ce que vous avez? C'est ça. Le mot qui est intéressant ici, c'est narration. Il vous emmène quelque part. Il est parti dans une histoire. Et si je vous laisse le reste du TEDx, par moment, il revient avec ce côté très pathos. Et donc, il y a quelque chose. Enfin, rien que le sujet du TEDx, je veux dire, de sans-papier, à un moment donné, ça amène quand même quelque chose, quoi. Donc oui. Niveau storytelling, c'était le meilleur sur le TEDx l'année passée, hein. C'est probablement la meilleure prestation, en fait, qui a eu l'année passée. Donc oui, narration, gros truc en fait ici, hein, cette histoire de narration, ça fonctionne très 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 fort ici avec Irfan. On passe dans un autre registre. Et ici, vous allez voir, rien à voir. Une seule envie. Ah, petit souci. Le soleil Non, est c'est bon. tropique. En direction l'aéroport, vous imaginez déjà comment faire jalouser vos collègues avec vos belles traces de bronzage.
Les premières heures sont idylliques. La mer, lave, linge, le soleil, bref, c'est un régal. Mais l'horreur se prépare. La chose qui va ruiner toutes vos vacances. Cette faucheuse de rêve porte un nom, Tourista. Ah, votre corps se vide littéralement. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est la merde. Hein. Qu'avez-vous fait pour mériter cela? Eh bien, la réponse elle est simple. Vous avez probablement attrapé une méchante bactérie, un pathogène. En partant à l'étranger, votre corps il en rencontre des nouvelles. Il n'a pas su se défendre. De plus, en modifiant vos habitudes, l'alimentation, le climat, eh bien, vous avez pu. Même question. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Vous avez dit, ça n'a rien à voir au niveau du format. Eux, ici, ils sont obligés de faire leur thèse en 180 secondes. Donc, l'approche n'est pas du tout la même. TEDx, ils ont 18 minutes. Hein. Donc, le style n'est pas le même. Mais on va les piocher des deux côtés. Mais qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant ici? Ouais. Est-ce que ça gêne ta compréhension? Non, mais faut pas se déconcentrer, quoi. Mais 180 secondes. Ça, en effet, là, le format fait que... Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre qui est intéressant pour vous, en tout cas, dans votre cas? Qu'est-ce qu'on peut aller piocher dans cette vidéo? L'intonation, c'est-à-dire? Ok. Il adapte en fonction du contenu. Tu voulais intervenir? Il y a encore un peu cette histoire aussi de storytelling et de poser un cadre. C'est ça. Il nous projette directement dans une histoire. L'histoire est différente, c'est amené différemment. On n'est pas dans une histoire en jeu, c'est une histoire en imaginer que. C'est ce que j'ai fait pour mon truc. Hein. Je vous ai demandé d'imaginer. Je ne me suis pas mis en jeu, etc. pour le faire. Alors évidemment, le jeu, ça a toujours cette force, puisque là, il y a un storytelling personnel, donc il y a une notion émotionnelle qui est plus importante. Mais ce n'est pas toujours adapté en fonction du sujet. Il ne faudrait peut-être pas exploiter un truc en jeu si vous voulez rentrer dans du storytelling pour faire une intro. Et ce n'est pas le seul moyen de faire des intros à storytelling, hein, je vous rassure. Hein. Vous n'êtes pas obligés tous de faire... Imaginez que... non, il y a plein d'autres façons de faire des intros, hein, mais moi, j'en ai utilisé plusieurs dans celles que j'ai fait. J'avais mon storytelling avec la mise en situation, la projection. Je viens avec un argument d'autorité avec Alex Todorov et un chiffre clé que je vous mets sous le nez. Donc, je joue avec différents éléments pour faire quelque chose. Je n'en ai pas juste pris un. Donc, il y a moyen de jongler un petit peu avec tout ça. Ce qui est intéressant aussi, en fait, dans la presta en fait, qu'on a ici, et ça va guider les principes qu'on va voir à partir de maintenant, c'est qu'il y a plein d'éléments qu'on peut aller chercher, à la fois dans le TEDx, à la fois dans l'MT 180. Par rapport au TEDx, ce qui est super intéressant, c'est les 3 premières minutes, en fait, c'est celles que vous devez maîtriser, mais de fou. Il n'y a pas de flou là. Vous avez la main à 100% sur ce que vous allez faire sur les 3 premières minutes de presta, quoi. Encore plus sur l'accroche à Oula, c'est vraiment la première minute, mais les 3 premières minutes, vous devez mettre intransigeant, en fait, c'est à la corde le truc. Vous savez très bien ce que vous êtes en train de faire. Le reste, le développement, tout ce que vous allez faire après, techniquement, les mots-clés, c'est suffisant. Parce que là, il faut du naturel. Il faut que vous puissiez rebondir, etc., être un peu souple. D'une répétition à l'autre, vous allez voir, vos phrases vont changer au niveau du développement. C'est pas grave. Tant que l'idée est là, c'est ce qui compte. Par contre, sur le début, là, c'est réfléchi. Hein. Si je vous montre le mien, ça, c'est ma minute. Hein. Ça a fait 1 minute quand je voulais faire. Et ça me dit que je dois faire une pause. Ça me dit que je dois faire une pause. Ça me dit que je dois faire une pause. Enfin, donc, en gros, si je devais juste avoir le texte, ça fait ça. Et c'est des phrases courtes. Comme ça, je peux mettre du rythme, je peux mettre de l'impact. Donc, ça n'a pas besoin d'être long, en fait, la partie accroche, parce que c'est ce que vous allez travailler aujourd'hui, c'est l'accroche. Mais sur les 3 premières minutes, dont l'accroche fait partie, vous devez, mais... Ce truc-là, il n'y a pas débat. Vous êtes vraiment hyper à l'aise dessus. Vous savez très bien comment ça va se passer, ce que vous allez dire, quand, comment, là où je mets des pauses, pourquoi est-ce que je vais appuyer sur tel mot, etc. Alors, ça ne veut pas dire que dans l'autre truc, ce n'est pas le cas, mais vous avez les mots-clés. Et donc, après, c'est naturellement que vous allez instaurer une pause à cet endroit-là, insister sur tel mot. Mais dans les 3 premières minutes, c'est là où vous posez le game. À ce moment-là, les gens doivent se dire, OK, ça, c'est du sérieux. Ça, j'ai envie d'entendre les 7 minutes qui vont suivre derrière. Je veux le reste, en fait. C'est ça qu'on veut. Vous allez poser votre crédibilité sur les 3 premières minutes. Donc, vous devez maîtriser cette partie-là, mais sur le bout des doigts. Vous êtes vraiment super à l'aise. Alors, je ne vous dis pas forcément de le retenir par cœur. Ce n'est pas le principe.
Si vous êtes à l'aise avec le principe du par cœur, faites-le. Mais ça veut dire aussi le par cœur, c'est qu'on risque d'avoir l'effet inverse où en fait vous êtes tellement matrixé par le texte que vous savez plus mettre d'intonation dedans. Parce que vous le récitez. C'est ça qui peut être parfois un petit peu délicat avec le par cœur. Donc, si vous le faites, ok, mais faites-le en connaissance de cause et soyez à l'aise quand même pour mettre l'intonation là où il faut et tout. Donc, ça demande un peu plus de travail si vous voulez vraiment le faire mot à mot et pas que ça change. Et surtout, si vous faites du par cœur et qu'avec le stress, vous ripez sur un truc, vous dites, mais alors là, ça vous retourne le cerveau. Putain, j'ai perdu le fil, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va pas, c'est n'importe quoi. Non. Ici, moi, mon entrée, depuis le matin, je l'ai fait 4 fois. 4 fois, je l'ai fait différemment sur certaines phrases. Parce que, je sais pas, dans le fil du moment, en fait, alors que la phrase que j'ai écrite, elle est vachement mieux, en fait. Elle était plus courte, plus rapide. Je sais pas, dans le fil de l'instant, peu importe, j'ai transmis l'idée. C'est passé, mais je fais comme si. Ça ira. Faites la même chose. Ce sera plus fluide aussi, finalement, pour vous. Donc ça, premier principe, 3 premières minutes, essentiel. Deuxième truc, ça, c'est inspiré d'MT 180. Là, c'est la colonne vertébrale. Vous devez pouvoir identifier c'est quoi l'idée centrale, qu'est-ce que je raconte dans mon TF1. Si vous n'êtes pas capable en une phrase de pouvoir m'expliquer ce que vous faites, de quoi ça parle, si vous, c'est pas clair dans votre tête pour le faire en une phrase, à quel moment ça va être clair dans la tête de quelqu'un qui l'a pas lu? Et donc, c'est ça la force en fait du format MT 180. Ils ont 180 secondes pour arriver à expliquer un truc qui couvre mais des dizaines et des dizaines et des dizaines de pages. Enfin, je veux dire, on est sur une thèse, c'est pas même pas un mémoire où il y a 80-90 pages, on est sur une thèse. Je sais pas, je vous laisse imaginer la quantité de données, c'est des années de recherche en fait derrière. Et ils arrivent à mettre ça sur 180 secondes. Donc il y a moyen, mais pour pouvoir le faire, il faut un angle. Il faut avoir identifié cette idée principale, cette colonne vertébrale sur laquelle on a envie de se baser, le truc, l'élément central. Qu'est-ce que mon TFE il démontre? Qu'est-ce qu'il amène? C'est quoi cette chose en fait? Et c'est votre fil rouge, hein? Et ça va guider le fil rouge de votre présa. Ça va vous permettre de piloter votre accroche aussi et de savoir, bah tiens, comment est-ce que je vais fermer ma boucle avec une bonne conclusion. Tout est lié en fait grâce à ça. Donc ça, c'est l'inspiration qu'on peut aller chercher dans le truc MT 180. Le troisième principe, et ça, il est valable, inspiration des deux côtés, on commence par du réel, on commence pas par un plan. Il n'y a rien de pire en fait que « Alors bonjour, je m'appelle Rémi et donc je vais vous parler de ça. Alors on va d'abord commencer par ce poids-là et puis ensuite on passera par ça. Je vous parlerai un petit peu de ça après. Pitié, moi, j'ai déjà envie de sauter par la fenêtre. On va arrêter là. Ça n'a rien d'intéressant là. On me vend rien. J'ai pas envie d'écouter en fait finalement. Alors que si on rentre avec une approche qui est plutôt centrée sur le réel, là c'est intéressant. Bam, je vais revenir avec une statistique d'entrée de jeu. Moi, je vous prends l'exemple avec j'ai fait une mise en situation, puis je vous mets, je joue sur les 7 secondes. Il y a une étudiante sur le groupe précédemment qui avait un gros chiffre, en fait, c'était l'investissement du Vlaams Belang en publicité sur Meta. On était 20 millions d'euros, machin, etc. Mais je dis, mais tu rentres avec ça, en fait. Hein. Tu commences ton truc et la première chose qui sort de ta bouche, c'est 20 millions d'euros. Et tu le laisses peser un peu comme ça, là, que ça pénètre. Et puis ensuite, tu enchaînes avec le reste. Là, on rentre avec un fait. On rentre pas avec un plan. Il y a une donnée, la clé qui est importante, qui vient de sortir. 92% des tatata. La statistique, ça marche bien, mais vous pouvez faire une introduction avec autre chose. Hein. Ça peut être un problème. Hein. Je pars d'un constat. Et ce constat, il m'a conduit à ceci. Et je vais développer, en fait, autour de ça. Donc, on peut poser, en fait, finalement, l'enjeu dès le départ. On peut travailler. Donc là, le fait saillant, c'est ce que je vous disais. C'est le chiffre, un élément clé, un truc comme ça. À vous de voir si c'est pertinent, encore une fois, dans le cadre de votre TFE. Et donc, de votre défense. Il faut que ça serve votre propos. C'est toujours la même question. Hein. C'est pas parce qu'on dit que la statistique, c'est pratique. Si c'est pas lié à votre projet, ça va rien vous apporter. Un qui fonctionne bien, c'est aussi l'attention. Et donc, on pourrait avoir une idée préconçue sur quelque chose. Ah, on pourrait croire que... Bah, en fait, non. Ok. Bah, qu'est-ce qu'il va nous dire alors derrière? J'ai envie de savoir. C'est comme une vidéo sur TikTok, finalement. Les 3 premières secondes ont suffi pour m'accrocher. Maintenant, je veux la suite. Et qu'est-ce que tu me vends derrière avec, après ton accroche? C'est la même chose ici. On veut aller chercher ça. Donc, évitez de rentrer vraiment dans ce truc où votre première phrase, c'est « Bonjour, je suis machin ». Et puis, balancez votre plan. Si en plus, le pire, alors, c'est balancer son plan, donc expliquer les points par lesquels vous allez passer, et en plus, vous êtes tellement généreux que vous les mettez en bullet point sur le PowerPoint. Alors là, c'est le summum quand même. Donc en plus, vous nous prenez vraiment pour des imbéciles, donc vous n'êtes pas capable de lire, donc je vais vous dire en plus ce qui est au tableau. C'est juste magnifique, ça. C'est la quintessence de ce qu'il ne faut pas faire. Si vous me le donnez déjà à l'oral, je m'en fous de l'avoir là. Je t'écoute. C'est tout.
Donc votre PowerPoint, c'est votre ami dans le sens où c'est complémentaire. Il n'est pas en train de dire la même chose que vous. Il va mettre l'emphase sur un élément en particulier, rajouter un élément de plus qui va appuyer ce que vous êtes en train de dire. C'est pour ça, en fait, que vos slides, ça sert à rien de les lire techniquement, puisque dans l'absolu, elles disent même pas la même chose que ce que vous êtes en train de dire, elles disent un truc en plus, ou elles appuient un élément spécifique. Et donc, à partir du moment où vous faites votre structure et vous dites, ben voilà, le propos que je vais développer aujourd'hui est développé en 3 points, on va parler de ceci, je vais m'attarder sur ça et puis sur ça. Vous n'avez pas besoin de dire que vous faites une conclusion, hein. Je veux dire, à un moment donné, ça paraît logique. Il n'y a pas besoin de dire cette étape-là. À aucun moment donné, vous dites, alors je vais commencer par l'introduction. Alors voilà mon introduction. Non, il y a des éléments, on ne les cite pas. On se doute bien qu'il y a une intro, une conclusion. Par contre, ce qu'il y a au centre, vous pouvez à un moment donné expliquer quels sont les éléments que vous allez aborder, sans forcément rentrer dans les détails, mais juste dire, il y a 3 phases. On va parler de ça, puis de ça. Alors, tac, et puis on embraye sur la suite. Ça va pour ça? 4e principe, c'est tout ce qui est porté sur le regard et le silence. Donc même logique, hein. Si vos slides sont derrière vous, on ne les regarde pas, donc on se concentre sur les gens qui sont devant vous. Balayez l'assistance. Ayez un contact visuel un peu avec chaque personne, 3-4 secondes, on se concentre dessus, on crée une relation, on passe à la suivante, ainsi de suite. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de regarder dans les yeux, vous pouvez regarder à l'arête du nez. La personne, elle est à 2 mètres, de toute façon, elle ne fera pas la différence, hein. Vous, par contre, vous ferez la différence, puisque ce sera peut-être moins gênant. Donc ça, vous pouvez faire ça comme ça. Donc le regard, balayer, ça vous permet de gérer l'audience aussi, de récupérer l'attention. Et donc en même temps, vous pouvez aussi bouger, occuper un peu l'espace. Donc les deux sont liés. Donc ça, c'est le regard. Alors vous ne focalisez pas sur une personne. Si vous commencez à regarder pendant 10, 15, 20 secondes la même personne, ça va commencer à devenir malaisant. Donc soyez régulier, glissez d'une personne à l'autre. À côté de ça, vous avez le silence. Donc on l'a vu avec Erfan, il l'utilise beaucoup en amont. Ça permet de poser, justement, récupérer l'attention de l'assistance pour commencer. Utilisez-le aussi pendant que vous êtes en train de parler. Et là, ça a 2 effets en fonction d'où vous allez le placer. Soit une pause, on va la mettre avant une idée qui est forte. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on essaie de récupérer... Et attends, frérot, tu peux me regarder maintenant? Parce que là, je vais dire un super truc. Boum, on met la pause avant. Je viens de dire un truc de fou, j'ai envie que la personne, elle se rende compte que c'était important ce que je viens de dire. Et je sais que cette information-là, il faut le temps qu'elle la digère un peu. Ou je viens de donner beaucoup de choses, ou de parler d'un truc complexe, et elle a besoin un petit peu d'assimiler l'information. Je mets une pause après. Et donc, elle a le temps d'assimiler le truc. Et vous, ça vous permet de souffler aussi. Ces petites pauses, justement, ça vous permet de réguler votre flux. Peut-être prenez l'occasion peut-être de boire un coup en passant, peu importe, mais... ça vous permet de réguler comme ça votre débit, votre phrasé. Donc jouez avec le silence, mettez-le où vous voulez. Avant, on crée de l'anticipation. Après, on pose l'information qu'on vient de donner. 2 utilisations, 2 effets différents. À vous de voir. Quand j'ai fait mon introduction, moi je l'ai utilisé sur les 7 secondes. Et mon phrasé était typique puisque en fait, la première impression se forme en 7 secondes. Je voulais absolument que 7 secondes soient à la fin de la phrase. Parce que mon truc après, je faisais que répéter 7 secondes. Mais après la première fois, je crée une pause, je balance 7 secondes, je mets une deuxième pause. Parce que j'avais envie de vous marquer sur le fait 7 secondes. C'était ça, moi, l'information que je voulais qu'il rentre. Et donc, j'ai décidé de la placer comme ça. Donc, c'est une façon de jongler avec ça. 5e principe, celui-là, il va vraiment vous intéresser, parce qu'en fait, c'est la structure du contenu que vous devez mettre. Donc, il y a vraiment 4 étapes clés. Si vous mettez ces étapes clés dedans, après, vous arrangez le contenu comme vous voulez, hein, mais globalement, si on a ces infos-là, on a un truc qui est suffisamment structuré. On a vraiment, en fait, une tension intellectuelle qui est mise là. Il y a 2 personnes qui n'ont pas lu votre truc. Et eux, ils ont besoin de contexte. Pourquoi le sujet? C'est quoi le problème? Enfin bref, donnez de la matière pour qu'ils puissent comprendre tout ce qui va suivre derrière. Donc, à vous d'identifier les informations qui sont vraiment utiles à mettre aussi à cet endroit-là. Donc, il faudra pouvoir faire le tri. Et puis, on a la démarche. Comment est-ce qu'on a fait? C'est quoi la méthode qu'on a utilisée, les données? Donc, on parlait de la théorie tout à l'heure. C'est un petit peu dans cette étape-là, on va notamment pointer certaines choses. Évidemment, tout est lié, hein, c'est un fil rouge. Hein, donc, si c'est juste pour parler de théorie, non. Mais si c'est pour parler d'un élément théorique qui va venir ensuite vraiment se répercuter sur un élément de votre production que vous pointez, là, ça commence à avoir du sens. Ça veut dire aussi que ces 2 étapes-là, elles peuvent un petit peu se mélanger d'une certaine façon, puisque vous êtes en train de parler d'un truc de votre prod, vous pouvez faire référence à un élément théorique ou une interview que vous avez fait ou que sais-je, qui pourrait venir appuyer ce que vous êtes en train de dire. Donc là,
Il y a moyen de faire une balance un peu entre ces deux-là. Donc, c'est pas forcément linéaire, ce que je vous mets là. Contexte, on se doute bien que vous allez le mettre en premier. Le bilan, ça vient à la fin. Mais démarche et production, à certains moments, ça peut être un peu poreux. On va pas commencer d'emblée avec la prod. On va quand même poser un petit peu le truc, la méthode. Mais globalement, ça peut être un peu poreux. À vous de trouver le juste équilibre pour que ça fonctionne. Encore une fois, qu'est-ce qui sert mon propos? Et le dernier, c'est le bilan réflexif. Ce projet, qu'est-ce qu'on peut en déduire? La viabilité du projet, ce que ça a permis de faire, là où ça a coincé, pourquoi, qu'est-ce que j'aurais fait différemment si j'avais eu ça, qu'est-ce que ça permet de mettre en avant, quelles sont les compétences que j'ai dû mobiliser, celles que j'ai fait émerger, pourquoi est-ce que ça m'a fait grandir en tant que profil, pourquoi est-ce que ça me rend pertinent aussi comme communicant, bref, on en est où avec ça? Et puis les perspectives derrière, peut-être que votre projet, en fait, il a ouvert des perspectives. Je prends l'exemple d'Hugo avec son truc de vidéocast. Pierre de Villers lui a proposé de faire une collab pour utiliser le matos de l'agence, etc., pour mettre en place son truc, parce qu'il y a 2 clients qui lui ont demandé, tiens, nous, on aimerait bien ça pour notre magasin. Magnifique. Ah là, c'est un truc, ça doit être dedans. C'est une preuve terrain pour dire, ce que j'ai fait, ça tient la route. On ne peut pas tacler un projet qui est déjà plébiscité à l'extérieur. Ça n'a strictement aucun sens. Donc ça, c'est un moyen de peser et de dire, regardez, ce que j'ai fait, c'est bon en fait. Voilà la perspective que je peux en avoir. Donc soyez critiques aussi, hein. C'est vraiment une vue méta. Il y a les choses qui se sont bien passées, pourquoi ça s'est bien passé, les compétences acquises, machin, tout ça. Et puis, il y a aussi peut-être les choses qui ont un peu moins été. Pourquoi? Si vous êtes capable d'avoir une auto-réflexion par rapport à ça et d'expliquer pourquoi j'aurais fait ça différemment maintenant, de manière rétrospective, tiens, à ce moment-là, si j'avais su ça, j'aurais fait comme ça, etc. Pour la prochaine fois, je sais comment je vais faire. Enfin, ça aussi, ça peut faire partie de ce bilan réflexif. À vous de trouver le juste milieu en termes de richesse à ce moment-là. Et la balance que vous allez faire entre ces 4 étapes. Évidemment, après, derrière, vous faites votre conclusion. Qui peut se mélanger avec le bilan réflexif d'une certaine façon. La conclusion, finalement, c'est jamais... c'est pas très gros. Le bilan réflexif, c'est peut-être un petit peu plus dense, mais la conclusion, limite, c'est les quelques phrases de fin pour... voilà. L'équivalent d'une accroche, mais à la fin, à peu de choses près, quoi. La boucle est bouclée. Je vous ai mis chaque fois une petite fiche spécifiquement dédiée à chaque étape, avec des propositions de questions pour vous aider, etc. Alors, c'est non exhaustif, donc il ne suffit pas de répondre juste à ces questions-là pour dire « c'est bon, j'ai fait le contexte ». Non, c'est juste pour vous donner une idée et alimenter un petit peu votre réflexion. Mais après, au-delà, vous êtes totalement libre de le piloter comme vous voulez. Donc là, on a les 4 éléments. On est bon sur ça? Maintenant qu'on a travaillé sur le contenu, on va voir comment on va lui donner vie à ce contenu. Parce qu'il faut arriver à le faire passer auprès des gens. Donc, il y a 2 étapes par lesquelles on va passer. On va d'abord regarder un petit peu l'attitude, donc le corporel, et on va travailler sur la voix. Au niveau du corporel, moi j'enfonce une porte ouverte, mais pitié, soyez dynamique. Mettez de l'énergie, parce qu'en fait, si vous êtes mou, l'inconfort, c'est contagieux. Donc, si vous, on sent de l'inconfort, le jury va le sentir aussi, et ça va teinter en fait la perspective qu'ils vont avoir de votre contenu et de vous. Mettez de l'énergie dans ce que vous faites. Ce projet, vous l'avez développé, donc j'ose espérer que ça vous a plu de le développer. Donc, à un moment donné, transmettez un petit peu de cette envie, de cette énergie, faites-le passer. Et puis, ça va avoir un effet sur le reste de votre attitude aussi. Vous n'aurez pas une attitude qui est penchée. Non, on va avoir quelque chose qui va être dynamique, justement. Donc ça, faites attention à ça. Donc forcément, la posture. Je ne suis pas appuyé sur la table. L'année passée, on y a eu droit. On lui pose des questions et puis... t'es pas le prof, lève-toi. Je peux pas faire ça, c'est pas possible. Et donc, quand on lui fait la remarque, ouais, je pas fait attention... ça devrait même pas arriver, j'ai envie de dire, dans l'absolu, quoi. Ça va pas par rapport à l'univers dans lequel tu es là, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Donc la posture, on va être bien ancré, on est face au public, vous pouvez voyager, occuper l'espace, mais quand je voyage et que j'occupe l'espace, je suis toujours 3/4 face. Je me tourne pas totalement. J'essaie de garder constamment en fait un contact avec les personnes qui sont face à moi. Donc c'est ça que vous allez devoir travailler. Ça va vous permettre aussi d'évacuer peut-être un petit peu la tension que vous pouvez avoir, donc éviter de gigoter dans un sens ou dans l'autre. Si vous avez tendance à faire ça, marchez. Je préfère vous voir faire ça et voyager un petit peu pendant que vous êtes en train de parler que de vous avoir sur place et... non, au bout d'un moment, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui va pas aller, quoi. Donc ça, c'est premier truc. Les 2 premiers trucs.
Ensuite, les mains. On t'en parlait, en effet. Au niveau du buste, pas besoin d'aller gigoter là-bas ou gigoter ici. L'important, c'est là. C'est là où ça va avoir une vraie portée, puisque les gens vous regardent là. Donc, c'est ici qu'on va aborder le sujet. De manière générale, si on se croise indépendamment des cours, je ne parle pas de façon aussi gestuelle, je vous rassure tout de suite. Mais à un moment donné, je suis quand même un peu dans une prestation dans ce que je fais ici. Et donc, je dois amener mon propos. Je vais lui donner un peu plus de matière. Et donc, je vais peut-être montrer des chiffres. Je vais peut-être faire un geste comme ça, aller dans telle direction. Ah tiens, il y a ceci. Et je vais donner du rythme en fait avec les mains. Je vais pondérer mon discours comme ça. Donc trouver le juste milieu aussi et quand c'est pertinent pour pondérer votre sujet. Ça, c'est pour le corps. Donc, gérer les mains pour appuyer. On est bien ancré. On occupe l'espace. Si vous faites ça, on coche déjà pas mal de cases. C'est bien. Ensuite, il y a la voix. Ça reste une prestation orale. Et donc, il y a différents niveaux, en tout cas, critères, concepts au niveau de la voix sur lesquels vous allez pouvoir combiner et qui vont faire que ce sera plus pertinent. Alors le premier, c'est jouer sur le ton. Alors j'enfonce une porte ouverte aussi, mais je ne suis pas sûr que vous ayez envie d'entendre parler quelqu'un pendant 10 minutes alors qu'il a un ton monotone. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Ça ne va pas donner d'intérêt et à un moment donné, on va décrocher, mais super vite. Donc essayez de mettre du rythme. Pondérez des éléments, faites varier, jouez en fait avec votre voix. Mettez de l'énergie, le dynamisme, il va sortir là aussi. À la fois dans votre attitude, mais aussi dans la voix. Et donc, on va avoir de la congruence entre les deux. Il y a quelque chose qui sera cohérent en fait. Ça fonctionnera. Donc, première chose, on va plutôt être rythmé. Ensuite, on va jouer sur la vitesse. Vous pouvez ralentir à certains moments pour laisser du temps aux gens pour assimiler l'information que vous êtes en train de donner. Ou parce que vous voulez un petit peu donner un certain rythme, parce que là, il y a une énumération qui est en place. Ça met quelque chose. Ou alors, vous voulez donner cet effet de vitesse, parce qu'il y a une notion d'urgence, il y a un truc. Ok, on va mettre du rythme, on va mettre un peu de vitesse. Là, ça peut être une énumération aussi, ça peut fonctionner, mais parce qu'elle est longue. Et donc, il y a ça, puis il y avait ça aussi, et puis ça, genre pour donner cet effet de... Mais il y a trop de choses. Et là, on va jouer avec les deux comme ça, et on va essayer de mettre un rythme qui est un petit peu différent. Et une fois qu'on a joué avec la vitesse, donc ils vont tous se combiner. Vous allez les mettre en pratique, en fait, littéralement en parallèle. Après, vous avez le pitch. Le pitch, c'est la tonalité de votre voix. Et donc, vous pouvez monter soit dans les aigus, soit vous pouvez descendre dans les graves. Et donc, en fonction de comment vous allez jouer avec votre pitch, on va mettre l'emphase sur telle ou telle chose. Si je monte, en fait, sur la fin, c'est un peu cette notion de créer une attente. Un peu le cliffhanger. Ah, il va arriver quelque chose. Yeah. J'essaie d'aller chercher un peu de suspense, récupérer l'attention. Par contre, si je veux poser une conclusion ou quelque chose de fort, là, je vais descendre. Parce que je veux donner du poids. Je vais donner l'impression, l'info que je suis en train de donner, là, c'est pas n'importe quoi. Et je vais baisser le ton. Et quand vous allez créer de la variation comme ça, en fait, on va avoir du rythme. Et donc, tout va se combiner. Si vous jouez avec de la vitesse, si vous jouez avec votre pitch, si vous avez un ton qui n'est pas monotone, on va avoir du dynamisme en même temps. Donc, tout ça combiné, ça va s'accumuler. Et ça va faire quelque chose de très, très bien. Un point sur le support de présentation. Faites léger. Je vous ai mis une petite slide avec des infos plus contextuelles pour vous aider. Mais globalement, le support de présentation, comme son nom l'indique, est un support. Pas pour vous, pour eux. Vous n'en avez pas besoin, encore une fois. Donc, il est là pour accompagner votre discours, pour qu'ils comprennent mieux votre propos. Un élément supplémentaire, etc. Ça, je ne m'étale pas dessus, on en a déjà parlé. Les supports de présentation, faites-le vraiment, travaillez-le dans cette logique-là. C'est votre Robin, vous êtes Batman, c'est pas l'inverse. Donc il doit être travaillé en tant que tel. Après, au niveau visuel, mise en page, faites ce que vous voulez. Ça doit être logique par rapport à votre sujet, par rapport à l'univers de ce que vous êtes en train de proposer. Donc je ne vous dis pas de le faire absolument sur PowerPoint, vous voulez faire ça sur Canva, faites ça sur Canva, Geniali, machin. On s'en fout en fait, c'est pas important. Ce qui est important, c'est comment vous allez structurer l'information et le lien qu'il va y avoir entre votre discours et le support de présentation. Si votre slide, il faut plus de 3 secondes pour la lire, c'est pas une bonne slide. Ça ne va pas. Mais ça, c'est un mini-syllabus. Donc finalement, moi, j'ai un sauf-conduit. Mais dans l'absolu, 3 secondes. L'important, c'est que les gens, ils vous regardent vous, pas qu'ils regardent les slides. S'ils doivent regarder les slides, c'est clac, clac, ok, j'ai l'info, boum, je repars. Si c'est trop long,
Ça va pas. Ça va vous permettre de structurer. Vous allez voir, ça va vous demander aussi finalement moins de travail parce que quels sont les éléments clés qu'il me faut? Clac, boum, je le mets là. Et on passe pas un temps fou en fait à créer ces slides et tout. On fait quelque chose qui va vraiment à l'essentiel. C'est quoi l'information pertinente que je dois faire passer? Qu'est-ce qui va faire que mon message va mieux passer? Qu'est-ce qui va l'appuyer le plus? Et donc si ça tombe, tout le reste autour, c'est juste du bruit. Et donc il est où le message central et comment je le porte? C'est à ça que va servir votre support de présentation. Ça, c'est toute la partie conceptuelle, conseil que j'avais à vous offrir aujourd'hui.